Nuit de liesse dans les grandes villes brésiliennes hier soir. La victoire de Luiz Inácio Lula da Silva, un soulagement pour ses partisans. Je veux des emplois et de la nourriture pour tous. Et je sais que seul Lula peut le faire. Alors que les médias brésiliens annoncent un peu moins de 51% des voix pour Lula contre 49% et des poussières pour Bolsonaro, Emmanuel Macron, Joe Biden ou encore Vladimir Poutine félicitent aussitôt leur nouvel homologue brésilien, heureux de faire son grand retour sur la scène internationale. Aujourd'hui, nous disons au monde que le Brésil est de retour, que le Brésil est trop grand pour être relégué à ce triste rôle de paria du monde. Une victoire à la Pyrrhus qui ne fait pas oublier les défis qui attendent le nouveau président. Jair Bolsonaro est bien loin d'avoir dit son dernier mot. Hier soir, en marge de la présidentielle se tenaient aussi des législatives et des élections locales. L'un des anciens ministres de Bolsonaro rafle le poste de gouverneur de Sao Paulo, l'État le plus riche du pays. Avec sa main s'avance sur son rival, Lula peut-il réconcilier les Brésiliens? Le Brésil en a-t-il définitivement fini avec le populisme? L'ère Jair Bolsonaro n'était-elle qu'une parenthèse? Et pour répondre à ces questions, nous accueillons trois invités. Bienvenue à tous les trois. À mes côtés, Thomas Zickman de Barros. Bienvenue à vous. Vous êtes chercheur associé au CEVIPOF, docteur en théorie politique. Vous êtes né d'ailleurs au Brésil et vous êtes venu en France pour vos études. Et selon vous, Jair Bolsonaro a été victime de son propre bilan, dites-vous, en particulier sur la gestion du Covid, mais aussi sur les inégalités économiques et sociales et sur l'environnement. À vos côtés, bonsoir Olivier Compagnon. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes historien, professeur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Vous êtes également co-rédacteur en chef de la revue Cahiers des Amériques latines. Et selon vous, Olivier Compagnon, ce résultat, 51-49, extrêmement serré, confirme la dynamique Bolsonaro et confirme aussi que cette dynamique est loin d'être terminée. Elle est liée, selon vous, à la place de l'Église évangélique au Brésil et à la nostalgie de la dictature, notamment. Ce ne sont pas les deux seuls facteurs, on va y revenir dans un instant. Et puis à vos côtés, bonsoir Catherine Fieschi. Bonsoir. Vous êtes politiste, spécialiste des populismes, directrice du think tank Counterpoint basé à Londres, et votre ouvrage Populocratie est paru aux éditions Agenda. Selon vous, il n'y a pas de raz-de-marée pro-Lula ou anti-Bolsonaro. La victoire de Lula est fragile et la parenthèse populiste risque d'être réouverte. Tout de suite, pour ouvrir ce débat, Christian, vous avez un chiffre du jour qui illustre d'ailleurs le caractère inédit de cette élection. Oui, le chiffre du jour, c'est primeiro, premier en portugais. Je ne sais pas si ma prononciation est exacte, mais Lula est en effet le premier à revenir au pouvoir au Brésil depuis la fin de la dictature et l'instauration de la République en 1985. Premier aussi Bolsonaro, qui est le premier président à ne pas être réélu. Alors, pour Lula, c'est une victoire étriquée, certes, mais c'est une victoire tout de même. Quels ont été les ressorts de ce comeback presque miraculeux, Thomas Zickman de Barros? Alors déjà, je pense qu'il s'agit d'une biographie incroyable, celle de Lula. Il faut qu'on se rappelle, il a été président du Brésil entre 2002 et 2010. Quand il sort du pouvoir, il avait des taux d'approbation incroyables, mais depuis, il y a eu la chute de sa collègue Dilma Rousseff, oui, après son emprisonnement, sa condamnation. Et il y a deux ans, il était encore en prison. Et revenir, c'est incroyable. Olivier Compagnon, c'est le phénix du Brésil. Oui, bien sûr. C'est une rockstar internationale. C'est quelqu'un qui est adulé par un certain nombre par une partie de son électorat, et on comprend pourquoi, parce qu'il y a des éléments de son bilan entre 2003 et 2010 qui sont absolument essentiels. Il est arrivé sur un programme faim zéro, par exemple, et effectivement, en 2010, on ne souffrait plus de faim, de malnutrition. Réduction de la pauvreté? Réduction considérable de la pauvreté, en sortant 30 millions de Brésiliens de la pauvreté pendant ses 2 premiers mandats, réduction des inégalités, même si le Brésil restait un pays extrêmement inégalitaire, et toute une série d'autres mesures pas du tout symboliques, qui disent beaucoup de choses à la société brésilienne. La loi sur les quotas, qui a permis à des catégories de la population, métisses ou noires, d'accéder à des universités dont elles étaient bannies. Ou encore une loi très importante dans un pays qui n'a jamais aboli l'esclavage qu'à la fin du XIXe siècle, en 1888, sur la contractualisation de la domesticité, qui a permis de normer tout ça. Donc voilà, il y a un souvenir très très fort de ce qu'ont été les années Lula, qui est une des matrices
Ça, c'était l'ancien Lula, si j'ose dire. Reste à savoir si le nouveau est du même acabit. En tout cas, hier soir, dès sa victoire, Lula a prononcé ses premiers mots de président élu. Rappelons qu'il n'entrera en fonction que le 1er janvier prochain, Christian. Exactement, et dans ce pays divisé, polarisé plus que jamais, la tâche qui attend Luiz Inácio Lula da Silva s'annonce dantesque. Et il en est conscient. Écoutez sa première réaction en tant que président élu du Brésil. Ce pays est dans une situation très difficile. Mais j'ai la foi en Dieu qu'avec l'aide du peuple, nous trouverons une issue pour que notre pays puisse revivre démocratiquement et harmonieusement. Le peuple est ma cause, et combattre la misère est la raison pour laquelle je vivrai jusqu'à la fin de ma vie. Catherine Fieschi, alors là c'est le nouveau Lula, même s'il est plus tout jeune, c'est le Lula version 2022. En quoi il est différent de celui qu'on a connu dans le passé ? Alors, d'abord, je crois qu'il est différent parce qu'il se trouve dans une situation différente. Et il est dans une société qui est extrêmement polarisée. C'est vrai qu'il est adulé par certains de ses supporters, et on s'est évidemment concentré sur la joie de ceux qui l'ont soutenu, mais il y avait les larmes de tous ceux qui ont soutenu Bolsonaro. Il ne faut pas l'oublier. Donc, je pense que c'est une situation particulière. Je pense aussi qu'il reprend le Brésil après une situation inédite d'isolement. Et que donc il va forcément vouloir, comme il l'a déjà fait, tendre la main au reste de la scène internationale, à l'Europe, évidemment aux États-Unis, mais aussi... Une bonne nouvelle pour ce qu'on appelle le multilatéralisme, en quelque sorte. Je pense que oui. Les discussions vont reprendre. Je pense que oui. Je pense que ça n'en fera pas forcément un partenaire facile. Il a tout intérêt, lui aussi, à ménager la chèvre et le chou, notamment la Chine. Donc on risque de voir chez lui peut-être un non-alignement quelque part aussi. Mais il sortira le Brésil de son isolement. Ça, c'est important. Et puis aussi, il n'a quand même pas tout à fait les coups des franches. D'abord parce que c'est une victoire un petit peu étriquée, comme vous l'avez dit, mais aussi parce qu'il y a un congrès fragmenté qui va... on va y venir dans un instant à la puissance encore de Bolsonaro dans le pays. Mais juste une dernière question peut-être sur Lula. Thomas Hickman de Barros, la victoire, elle est étroite. Est-ce que c'est dû aussi peut-être au souvenir des accusations de corruption qui ont justement fait qu'il a quand même séjourné 580 jours en prison? On sait que Bolsonaro a fait beaucoup campagne sur ce thème-là. Ça ne lui a pas coûté la victoire à Lula, mais est-ce que ça a pu lui coûter des voix quand même? Il n'y a pas de doute. En fait, depuis des années, surtout depuis 2006, il y a eu beaucoup d'accusations contre son parti, contre Lula. Donc il y a une image, une partie de la société, surtout les plus riches, qui sont un peu pris par ce moralisme anticorruption qui Bolsonaro a en plus transformé en panique morale. Donc il a ajouté au moralisme anticorruption cette panique morale. Il a transformé Lula dans un bouc émissaire. Donc c'est pour ça aussi qu'on a eu ces élections très serrées. Pour résumer, Olivier Compagnon, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une demi-victoire pour Lula et une demi-défaite pour Bolsonaro? Alors c'est une victoire pour Lula, assurément, dont on espère qu'elle ne sera pas contestée dans la rue ou autrement. Après, on va y venir sans doute sur le fait que le bolsonarisme n'est pas une parenthèse. Mais moi, je voulais dire une chose supplémentaire, si vous le permettez, à propos de cette victoire de Lula. C'est que ce n'est pas seulement Lula. C'est une très large coalition, c'est un front large qui a été construit depuis certaines formations situées vraiment à l'extrême gauche jusqu'à une droite conservatrice très traditionnelle. Ce nouveau Lula, si j'ose dire, a changé de stratégie par rapport au précédent, celui des deux mandats du... C'est l'urgence de la situation. C'est élargi au centre et même à droite. C'est l'urgence de la situation qui lui a imposé cela. On a pu critiquer cela dans les milieux du Parti des Travailleurs, lorsque notamment il a annoncé son ticket présidentiel avec Alckmin, donc qui incarne, je dirais, une droite conservatrice. Bon, ben voilà, en vérité, il a gagné, et de fait, on ne peut pas lui reprocher. Mais c'est aussi, à mon avis, un des motifs de la victoire d'hier. Alors justement, vous le disiez, Lula a gagné, c'est incontestable, donc Bolsonaro a perdu. Et parmi les sujets qui ont animé la campagne électorale, eh bien, il y a le bilan du Covid et la gestion calamiteuse par le président Jair Bolsonaro d'une épidémie qui a fait près de 700 000 morts. C'est notre archive du jour. Ça ne sert à rien de fuir cela, de fuir la réalité. Il faut arrêter d'être un pays de PD. Une fois que le vaccin sera certifié par Anvisa, il sera étendu à tous ceux qui veulent le prendre. Je ne le prendrai pas. Vous n'êtes pas restés à la maison. Vous ne vous êtes pas dégonflés. Nous devons faire face à nos problèmes. Arrêtez de vous plaindre et de pleurnicher.
Combien de temps allez-vous continuer à pleurer? Nous devons faire face à nos problèmes. Alors on entend ces propos fantasques, parfois outranciers de Bolsonaro sur la gestion du Covid. On rappelle, 700 000, près de 700 000 morts. Est-ce que ça a pesé lourd dans la balance et est-ce que c'est pour cette raison qu'il a perdu, in fine? Alors je pense qu'il a perdu face à Lula. Je pense que ça a été... Face à un autre candidat de gauche, il aurait été réélu. Je pense que la personnalité de Lula, l'histoire de Lula telle qu'on l'a évoquée, fait qu'il était face à une rockstar de la politique, une notoriété, etc. Donc ça, je pense que c'est peut-être plus important quand même que la pandémie. Je pense que c'est probablement plus important que la pandémie. Je ne sais pas si mes collègues sont d'accord. Mais je pense qu'effectivement, sa gestion de la pandémie calamiteuse, on peut poser la même question, on aurait pu poser la même question à Trump. Pareil. Certains disent aussi. Sans le Covid, oui, exactement. Sans le Covid, il aurait peut-être gagné. Thomas Zickman de Barros, Lula a axé une bonne partie de sa campagne, excusez-moi, sur la dénonciation de la gestion justement de l'épidémie par Bolsonaro. Est-ce que c'est ça qui a fait chuter le président Bolsonaro? Alors, sans doute, la gestion de la pandémie n'a pas aidé. L'élection a été très serrée. Donc, on peut toujours dire que si une petite chose changeait, les résultats pourraient être différents. Mais je suis tout à fait d'accord que la figure de Lula, elle a été centrale. Parce que Bolsonaro, surtout après le premier tour, il a utilisé toute la machine, il a mobilisé toute la machine du gouvernement pour essayer d'améliorer ses taux d'approbation. Et donc, c'est pour ça qu'il a... Et il a progressé de plus de 7 millions de voix entre les deux tours, Bolsonaro. C'est vrai. Donc, cette machine s'est mise à son service aussi de façon extrêmement efficace, Olivier Compagnon? Oui. Le fait d'être un sortant, ça lui attribue aussi des moyens considérables? Alors, le fait d'être un sortant, le fait que les résultats du premier tour attestaient une dynamique du bolsonarisme. C'est-à-dire qu'effectivement, il est arrivé en seconde position, mais on l'annonçait à 35% dans les sondages, il était à 43%, il avait 6 millions de voix d'écart, mais surtout, toute une série de ses fidèles ont été élus lors des élections de début octobre, à des postes de sénateurs, à des postes de députés, à des postes de gouverneurs. Et en fait, tout le monde a observé cette dynamique du bolsonarisme qui explique en partie également ce résultat très, très serré qu'on observe hier. Si je puis permettre, il y a beaucoup d'experts qui sont venus nous dire que le bilan était désastreux. Mais aujourd'hui, le résultat de Bolsonaro est tout sauf désastreux dans les urnes. Je pense que ce que Bolsonaro a véritablement bâti, c'est cette société polarisée, avec un espèce de vivier de voix, qui fait d'ailleurs que c'est une dynamique qui, à mon avis, n'est pas terminée, et que on clôt peut-être la parenthèse Bolsonaro, mais on ne clôt pas la parenthèse de ce type de populisme. Et de violence en politique aussi, d'une manifestation de la violence. Je pense de violence en politique, de propos outranciers, de mensonges, d'exclusion. Donc cette citoyenneté par les armes. Ouais. Donc je pense que cette dynamique polarisante qu'il a créée, c'est véritablement un vivier de voix pour lui à l'avenir ou pour ses semblables. Alors il y a en tout cas un domaine dans lequel le bilan des 4 ans de mandat de Jair Bolsonaro a été jugé catastrophique, c'est l'environnement en général et l'Amazonie en particulier, Nadia. Oui, c'est pas franchement une surprise, en tout cas on était prévenus. L'intérêt de l'Amazonie, ce ne sont pas les Indiens, ni les putains d'arbres, c'est le minerai, c'est ce qu'avait déclaré Bolsonaro, c'était en 2019. Et de fait, ça on l'a bien vu, la forêt amazonienne a été rongée, littéralement saccagée par l'exploitation minière, par l'exploitation agricole, encouragée donc par le gouvernement fédéral. À grands coups, ça s'est fait à grands coups de décrets, mais aussi de coupes drastiques, et c'était important, ces coupes dans les budgets des instituts de veille écologique. Les comptes ont été asséchés. On se souvient par exemple que l'une des premières décisions de Bolsonaro, ça avait été de placer l'Agence de protection de l'environnement sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Le signal était assez éloquent et évident. Si on fait le bilan aujourd'hui, tous les chiffres sont édifiants. Depuis le 1er janvier 2019, la déforestation annuelle moyenne en Amazonie a augmenté de 75% par rapport à la décennie précédente. Ce sont des chiffres de l'Institut national de recherche spatiale au Brésil. D'ici la fin de l'année, ce sont au total 40 000 mètres carrés qui auront été rasés. C'est l'équivalent d'un pays comme la Suisse, donc rasés pour être remplacés notamment par de la monoculture, des champs de soja beaucoup. La situation, elle est telle que ce qu'on a longtemps appelé le poumon de la planète, peut-être à tort d'ailleurs, commence à rejeter aujourd'hui plus de CO2 qu'il n'en capte. Thomas Zickman de Barros, est-ce que le départ de Bolsonaro, ça veut dire, on peut le dire aussi simplement que ça, l'Amazonie est sauvée, les peuples indigènes sont sauvés, ou c'est plus compliqué que ça, et je devine votre réponse? Évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais c'est déjà bon signe. Ouais. Parce que Lula,
même s'il n'a pas arrivé pendant ses premiers mandats aux déforestation zéro, on a vu une chute de 80% quand même, qui depuis l'arrivée de Bolsonaro commence à monter. Donc, hier, dans son discours, il a dit on va chercher déforestation zéro. Ça, c'est très important. Il n'empêche. Ça reste un peu flou, pardon, mais comme engagement. Est-ce que. Alors, non, évidemment, déjà, Lula, il a mis l'environnement au centre dans de sa son campagne. Discours. C'est une chose plutôt nouvelle. Il parlait un peu de ça, mais c'était moins central. Je pense qu'il voit aussi pour l'image extérieure du Brésil comment ça, c'est important. Donc, il s'est allié à son ancienne ministre Marina Silva, qui pendant des années, ils étaient un peu éloignés. Et en tout cas, on sait qu'il y a des défis parce que le lobby de agrobusiness, il est très fort au Brésil. Donc Lula, en ce moment, il doit composer une majorité au Parlement. Donc il faut voir comment il va gérer ça. Olivier Compagnon, Christian Audeau le rappelait en introduction, Bolsonaro est le premier président du Brésil depuis le retour de la démocratie à ne pas être réélu pour un second mandat. On a vu aussi la défaite de Donald Trump aux États-Unis. Alors ça arrive, mais c'est rare aussi qu'un président américain ne soit pas réélu pour un second mandat. Est-ce que ça veut dire que les présidents qu'on qualifie traditionnellement de populistes, le populisme, ça marche dans l'opposition, mais qu'au pouvoir, ça ne fonctionne pas et quand le populisme se heurte au réel, il est condamné à la défaite électorale, ou là aussi, c'est plus compliqué. Je ne tirerai pas cette conclusion de la défaite de Bolsonaro. On en a donné un certain nombre d'éléments, mais justement, au contraire, moi je pense que... Alors, appelons cela le bolsonarisme, ou appelons ça une nouvelle droite radicale brésilienne, qui peut-être vivra sans Bolsonaro et sans les fils de Bolsonaro. Ce n'est pas une parenthèse qui s'est refermée hier soir. J'aimerais me tromper, mais je ne pense pas que ce soit une parenthèse, dans la mesure où, d'abord on le voit, il y a près de 50% des Brésiliens qui soutiennent un projet où ils trouvent Dieu, où ils trouvent l'ordre, où ils trouvent les valeurs de la famille. Et là, je m'appuie sur une enquête qui a été menée par l'une de mes collègues récemment dans des favelas bolsonaristes dans la banlieue de Rio. Voilà les grands motifs, les dénominateurs communs pour lesquels on vote Bolsonaro. Et puis notamment qui s'appuie après sur des relais extraordinairement puissants, des relais sociaux extraordinairement puissants, qui sont les églises évangéliques, dont la croissance est exponentielle depuis Ça représente quelle part de la population ? Alors écoutez, les chiffres aujourd'hui c'est compliqué, puisque le dernier recensement sérieux qu'on ait eu au Brésil c'est 2010, on était à 29%. Aujourd'hui c'est 38-40% des Brésiliens qui gravitent dans les réseaux évangéliques, ce qui veut dire quand même à la fois une superposition des valeurs portées par ces églises, ou la plupart de ces églises, parce que ce n'est pas un tout homogène, et le discours de Bolsonaro, mais ce qui veut dire aussi des clientèles politiques, qu'à un moment donné, un pasteur peut s'adresser à 1500 personnes réunies dans un cinéma désaffecté et leur dire, voilà, c'est l'effet messe du dimanche, sur le vote. Selon vous, le fantôme de Bolsonaro va-t-il continuer à planer, tout comme le fantôme de Trump continue de planer sur la vie politique américaine, avec peut-être des perspectives, pourquoi pas, de se représenter et d'être réélu ? Est-ce que vous pensez que c'est un petit peu ce scénario qui peut se produire aussi au Brésil, Catherine Fieschi ? Je pense que ça peut être lui, ça peut être l'un de ses fils. Il en a plusieurs, il les a déjà mis aux manettes. Donc ça peut être cela. Je pense que de toute façon, et c'est un petit peu la tragédie de ceux qui viennent après une personnalité comme Bolsonaro, c'est qu'on récupère un pays qui est en grande difficulté. Très divisé. Les populismes se nourrissent en fait de promesses démocratiques non tenues. Une promesse démocratique non tenue supplémentaire, plus une polarisation, plus les inégalités. Je pense qu'on n'est pas sorti de... Est-ce que Catherine Fieschi, pour abattre un populisme de droite, entre guillemets, il faut recourir parfois à des méthodes qui pourraient relever d'une forme de populisme de gauche ? Et c'est parfois ce qu'on dit aussi, des méthodes, des propos, des promesses de Lula. Alors, je pense que ce que l'on voit chez Lula, finalement, c'est plus du socialisme ou une social-démocratie dans un pays où les institutions politiques et les partis politiques ont tendance à être plutôt faibles. Et donc, il y a une personnalisation du pouvoir qui domine la scène politique. Mais alors que c'est vrai que les populistes font de la personnalisation du pouvoir, toute personnalisation du pouvoir n'est pas forcément populiste. Donc, je pense que dans le cas de Lula, nous ne sommes pas forcément dans un leader populiste, mais plus dans un leader populaire. Thomas Hickman de Barros, peut-être un petit point sur Sao Paulo, et notamment sur le poste des... Il faut rappeler que le Brésil est un État fédéral, et c'est important, le poste des gouverneurs. C'est un ami un proche de Bolsonaro qui a été élu. Donc, ce qui veut dire encore que peut-être Lula se retrouve en position
de cohabitation, hein, quelque part, et que Bolsonaro a toujours un pouvoir de nuisance. Oui, c'est vrai que dans l'État de São Paulo, c'est un bolsonariste qui est arrivé en tête. En tout cas, ce ne sera pas la première fois que Lula gouverne sans l'appui du gouverneur de São Paulo. C'était toujours le cas. Je voulais faire un petit point sur la question du populisme. Je pense qu'au contraire, Lula, c'est du populisme de gauche. En fait, et je viens de publier un livre au Brésil qui s'appelle « Ce dont on parle quand on parle des populismes ». Il y a beaucoup d'académiciens qui vont dire que c'est du populisme de gauche, mais il faut peut-être problématiser cette vision très péjorative de ce terme. Peut-être, dans le cas du Brésil, c'est au contraire une façon d'inclure les secteurs subalternisés exclus de la politique dans la politique. Et sans ça, je pense que le bolsonarisme continuera à avoir sa force si on ne fait pas les contrepoints de l'autre côté. Désolé. Merci. Merci. Non, ne soyez pas désolé, au contraire, merci à vous, mais ce sera le mot de la fin, en tout cas, pour ce soir. Lula renverse Bolsonaro, la fin d'une parenthèse populiste. Merci à point d'interrogation, on a bien compris. On a bien compris que ce n'était pas forcément le cas. En tout cas, merci à tous les trois d'être venus ce soir sur ce plateau pour explorer notre question du jour.